Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 48. 5 questions à se poser avant de se lancer dans son débourrage, seul ou accompagné. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour continuer sur notre lancée et donc pour le 2e épisode de cette série spéciale débourrage, aujourd'hui on va aborder la question de est-ce qu'on est faite ou pas pour se lancer dans son débourrage soi-même. C'est donc le 2e épisode de la série. Sachez que chacun des épisodes peut être écouté individuellement. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans toute la série. Vous pouvez picorer, piquer les informations à droite à gauche, celles qui vous intéressent. Ou vous pouvez bien évidemment l'écouter du début à la fin. Si c'est le cas, j'ai un petit peu menti, c'est le 2e épisode concret, mais il y a eu un Pony Talk, donc un épisode un petit peu plus spontané, les épisodes où je donne un petit peu mon avis sur des réflexions que je lis souvent, soit sur Instagram, soit sur les blogs équestres. Et donc il y a eu un premier épisode, un Pony Talk sur l'âge du débourrage, donc en fait au final c'est le 3e épisode de cette série. Je voulais aussi en profiter pour vous rappeler que cette série est là pour vous aider à vous poser des questions si vous abordez cette thématique dans votre parcours aux côtés de votre jeune cheval ou si vous souhaitez vous lancer dans le propriétariat et que vous vous posez la question ou pas d'acheter un poulain ou un très jeune cheval et de le débourrer. En parallèle de cette série, j'ai sorti également la liste des 10 red flags pour détecter un débourrage raté. Donc le lien est en description de cet épisode. N'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite et c'est vraiment un outil de travail pour vous. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le contenu donc de ce nouvel épisode. Fake it until you make it. Vous connaissez ça ? Oui, j'ai osé recommencer une intro avec une expression anglaise, désolée. Je dois vous expliquer pourquoi en fait je vous en mets de temps en temps dans le podcast. La réalité c'est que donc dans ma vie à côté d'Iggy, je travaille principalement en anglais toute la journée et du coup j'ai souvent en fait des expressions qui me viennent que je connais parfaitement en anglais et que je connais pas forcément en français. Et donc celle-là je l'entends très souvent dans mon travail, mais pas que dans mon travail, j'ai l'impression qu'elle sort un petit peu aussi maintenant dans ma vie perso, autour de moi. Des fois j'entends les gens l'employer. Parce qu'elle sonne un petit peu comme un challenge, elle est un petit peu comme un mantra qui serait de se donner du courage pour se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on ne maîtrise pas, mais que justement on va apprendre à faire en faisant. Et c'est ok, c'est très bien, mais quand il s'agit du débourrage, je suis pas sûre que ce soit le meilleur mantra à avoir. Donc si je devais directement conclure la fin de cet épisode, je ne vous recommande pas de vous lancer dans un débourrage si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Voilà, c'est fini. Non, je plaisante. J'avais quand même envie qu'on discute aujourd'hui des questions à se poser avant de se lancer dans cette aventure. Parce que oui, on a le droit, même si on n'est pas parfaitement pro, de se lancer dans cette aventure. Pour autant, je pense qu'il y a des questions indispensables que l'on doit élucider avant de se jeter corps et âme dans ce nouveau projet. Je vous propose donc un épisode un petit peu façon liste de Prévert et c'est parti pour les 5 questions. La toute première, qui semble la plus évidente, tellement évidente que j'ai presque pas osé la poser à voix haute, mais quand même, des fois l'humain est un peu spécial et oublie les évidences. Quelle est votre expérience réelle du débourrage ? Oui, je vous avais dit que c'était très évident. Mais cette question a toute son importance, car il n'est pas rare de voir des cavaliers qui se lancent dans ce projet sans avoir jamais eu aucune expérience dans le débourrage. Quand je parle d'expérience, elle peut être diverse. Ça peut être d'y avoir assisté, c'est-à-dire de pas forcément l'avoir fait vous-même, mais d'avoir vu plusieurs personnes en fait effectuer des débourrages autour de vous, ce qui vous donne du coup une première appréhension du sujet. Ça peut être d'avoir assisté au sens concret de faire, aider quelqu'un à débourrer un autre jeune cheval. Donc vous n'avez pas forcément fait tout le processus vous-même, mais vous avez à certains moments aidé votre ami ou aidé une personne, un particulier, un professionnel, à débourrer un jeune cheval.
Typiquement, moi, ça m'est arrivé qu'on me mette sur le dos d'un cheval juste parce que j'étais un poids plume et que du coup, pour faire le sac à patates la première fois, c'était super pratique. Bref, vous voyez où je veux en venir. Quand je vous demande quelle est votre expérience réelle du débourrage, c'est vraiment de vous poser la question en amont de qu'est-ce que vous connaissez de ce moment, de cette étape cruciale dans la vie du jeune cheval. Quel est le mot-clé qui résumerait pour vous un débourrage réussi? Quelle est la valeur que vous aimeriez transmettre dans votre débourrage? Comment vous vous y prendriez? Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Qu'est-ce qui vous manque pour démarrer votre débourrage? Et cette sous-question qui découle, c'est-à-dire le qu'est-ce qui vous manque, est super cruciale. Parce que j'en ai déjà un petit peu parlé du coup dans l'épisode précédent, mais ce n'est pas parce qu'on est un bon cavalier, un très bon cavalier, que l'on sait pour autant débourrer un cheval. Par exemple, si vous n'avez jamais vraiment fait de travail à pied de votre vie, c'est quand même un des basiques pour démarrer un débourrage. Ça veut dire qu'il va vous manquer des connaissances pour les toutes premières étapes même du débourrage. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à rattraper, ça veut juste dire qu'il faut auditer vos connaissances et les outils dont vous allez avoir besoin pour mener votre débourrage et avoir un plan d'action pour, entre guillemets, posséder ces compétences, posséder ces outils. Ça veut peut-être dire aussi que du coup, vous ne pourrez pas être forcément vraiment seul pour faire votre débourrage et qu'il faut déjà réfléchir à se faire accompagner. En somme, pour conclure, à la question quelle est votre expérience réelle du débourrage, vous devez pouvoir être capable de dire qu'est-ce que vous voyez derrière le débourrage, quelles en sont les étapes, qu'est-ce que vous connaissez de ces étapes, est-ce que vous les avez déjà pratiquées, est-ce que vous avez toutes les ressources, le plan d'action, les outils, les compétences pour réussir un débourrage. Et tout ça, que vous soyez seul en full autonomie, si c'est votre projet, ou accompagné par quelqu'un qui pourra vous superviser. La deuxième des questions auxquelles il faut répondre pour moi, et qui doit arriver juste après la toute première, c'est le pourquoi. Pourquoi souhaitez-vous débourrer vous-même votre cheval? Qu'est-ce qui se cache derrière cette envie? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce moment précis? Je pose la question parce que ça veut dire que vous avez déjà identifié que vous allez avoir un poulain ou un très jeune cheval au pré-débourrage et que vous n'avez pas choisi un cheval d'expérience. Ça, c'est déjà une donnée importante à prendre en compte. Parce que c'est celle qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation à devoir réfléchir au débourrage. Parfois c'est souhaité, parfois pas vraiment. Et c'est ça aussi qu'il faut chercher à identifier. Parce que si on continue de gratter un peu plus loin, ça peut vous donner des indices sur vos attentes, sur votre état émotionnel, avant de démarrer le débourrage. Ça veut dire que derrière, vous avez une idée en tête qui va plus loin. Peut-être un rêve d'enfant ou alors une déception que vous allez chercher à combler en le faisant vous-même. La question du pourquoi, elle est indispensable parce que ça va vous donner aussi des premiers éléments de réponse sur dans quelle disposition d'esprit vous êtes vraiment. Et loin de moi l'idée de juger si c'est des bonnes ou des mauvaises raisons, mais comprendre et connaître la raison est importante, parce qu'elle va vous permettre d'anticiper les éventuelles futures problématiques. Par exemple, il y aura celles et ceux qui voudront débourrer leur cheval eux-mêmes parce qu'ils s'imaginent choisir un poulain, le regarder grandir, l'observer, évoluer avec lui, apprendre à faire ce qu'ils n'ont peut-être jamais fait en poney club à ses côtés, construire cette relation magique, devenir le premier cavalier pour le cheval, etc., etc. Ou alors, peut-être que vous êtes amené à débourrer votre cheval vous-même ou vous êtes amené à choisir d'être accompagné parce que tous les chevaux que vous aurez essayés présentent des problématiques liées à des mauvais débourrages et que vous ne vous sentez pas de redémarrer quelque chose qui aurait été mal fait et que vous préférez partir en terrain vierge. Ou encore, peut-être pour des questions d'argent. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le budget pour avoir un cheval maître d'école. Ou alors même un jeune cheval de 8-10 ans avec déjà une petite expérience. Ou même un très jeune cheval fraîchement débourré. Ou encore vous avez choisi un poulain pour des questions de budget là également. Mais arrivant vers l'âge du débourrage, vous n'avez toujours pas le budget pour le faire débourrer par un professionnel, alors vous décidez de vous y coller vous-même. Je vous ai choisi ces 3 exemples pas au hasard. À chaque fois, on peut pressentir, on peut deviner le contour, les limites du pourquoi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller,
ça veut juste dire qu'en les comprenant, on peut les anticiper et du coup on peut aussi essayer de les prévenir. On peut imaginer les futurs biais que l'on va rencontrer dans notre réflexion. On peut du coup en amont essayer de se mettre des garde-fous pour affronter le futur débourrage. Si jamais vous aviez du mal à les voir, je vous en fais la lecture rapidement. Dans le cas de quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir un poulain pour grandir à ses côtés, pour passer les années les unes après les autres, pour devenir son premier et unique seul cavalier, alors attention aux biais émotionnels. Tout dans ces choix font que le rêve que vous vous êtes construit, la dynamique dans laquelle vous vous êtes mise, va peut-être vous empêcher de voir avec objectivité les différentes étapes du débourrage. L'émotionnel pourrait peut-être vous déborder, ou pas, mais c'est un point à prendre en compte. Dans le deuxième cas, celui où vous n'avez pas trouvé entre guillemets chaussure à votre pied et du coup vous vous redirigez vers une option bis qui n'est pas l'option première, alors peut-être attention à toute la frustration qui pourrait être sous-jacente dans cette période, dans ce moment. Quand ça fait plusieurs mois, années qu'on réfléchit au fait d'avoir un cheval déjà prêt et que l'on n'a pas réussi à le trouver et que du coup on se met à chercher une alternative auquel on n'a peut-être pas assez réfléchi, sur lequel on n'a peut-être pas assez travaillé dans nos têtes, etc., etc., il peut y avoir une forme de frustration naissante parce que du coup votre projet est un petit peu temporisé. Vous n'avez peut-être pas le cheval parfait pour sortir directement en concours. Et du coup il va falloir encore attendre des années avant que cela se fasse. Et du coup vous avez peut-être envie de rusher, de précipiter un petit peu toutes les étapes, etc., etc. Dans le dernier cas, pour celui de l'argent, oui c'est un facteur indispensable. Mais attention, parfois il y a certaines économies qu'il ne faut pas faire, parce qu'elles peuvent engendrer bien d'autres dépenses. Et parfois il faut donc savoir être un petit peu plus patient, peut-être attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire de meilleurs choix. Après avoir répondu aux 2 premières questions, passons au tour de la 3e. Vers qui pouvez-vous vous tourner si vous en avez besoin? Qui va pouvoir vous suivre à échéance régulière? Et du coup dans cette question, vous allez chercher à répondre à qui va vous superviser, qui va vous accompagner, qui est légitime pour vous aider dans toute cette aventure, dans ce projet. Même si vous avez choisi de vous lancer seul dans cette aventure parce que vous vous en sentez capable, parce que vous l'avez déjà fait, rien ne vous oblige à affronter toutes les étapes en étant complètement isolé. Vous avez entièrement le droit de réfléchir à une personne avec qui vous allez pouvoir prendre du recul, avec qui vous allez pouvoir échanger en fonction des différentes situations. C'est même d'ailleurs préférable, parce qu'il y a parfois certains contextes, il y a parfois certaines situations où il est difficile de pouvoir être juge et partie en même temps. Mais surtout, en ayant répondu aux 2 premières questions, vous allez peut-être vous rendre compte que, en fait, vous avez très envie de faire ça, vous vous en sentez capable, mais que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Et ça, c'est super. C'est super parce que peut-être que vous l'avez pas compris dans les 2 premières questions, mais vous n'êtes pas obligé d'être un super cavalier méga professionnel ayant fait ça déjà 15 fois pour vous lancer dans cette aventure. Vous pouvez complètement envisager de pouvoir faire un débourrage en étant supervisé par quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, par quelqu'un qui a l'habitude de faire des débourrages et qui estime que vous avez un niveau suffisant pour pouvoir le faire en étant accompagné. En soi, vous n'êtes d'ailleurs même pas un meilleur cavalier juste parce que vous êtes capable de le faire tout seul. C'est vraiment 2 choses différentes. C'est parfois beaucoup plus responsable de connaître ses limites, connaître son niveau, mais quand même de respecter son ambition, le challenge qu'on souhaite se dresser, et de trouver les ressources pour pouvoir le faire. Mais ça veut donc dire qu'il faut avoir l'objectivité de choisir quelqu'un qui soit expert. Des pros qui se sont spécialisés dans le débourrage ou le travail du jeune cheval, il y en a plein. Il y en a plein qui ont la connaissance, qui ont l'expérience et qui sont probablement bien mieux passés que votre coach actuel. Parce que oui, c'est un peu facile de choisir les personnes que l'on connaît déjà. Et parfois ces personnes vont pas oser nous dire que non, elles ne sont peut-être pas les mieux placées. Mais c'est une réalité. On peut être un excellent coach de dressage et ne rien y connaître au débourrage. Parce qu'on n'en a jamais fait, parce que nous, en fait, on a toujours récupéré les jeunes chevaux dans leur travail. Je vais pas continuer d'épiloguer là-dessus, mais je pense que vous avez compris le principe. Même si vous décidez de faire votre débourrage tout seul, il faut que vous vous désigniez mentalement une personne référente pour vous aider parfois à prendre du recul, à prendre des décisions ou alors à vous dresser le plan d'action et à évaluer le travail que vous effectuez au moment du débourrage. En 4e place sur la liste de mes questions vient celle de la foirade.
Qu'est-ce que je fais si ça part en vrille ? Parce que même si vous avez plein d'expériences, que ce n'est pas le premier cheval que vous débourrez par exemple, comme chacun est différent, comme chaque débourrage est singulier, il se peut que celui-ci se passe pas tout à fait comme vous le pensiez. Il se peut que celui-ci ne ressemble en rien à ceux que vous avez déjà faits. Il se peut que ce cheval ne réagisse absolument pas comme vous le pensiez aux différentes étapes du débourrage. Et dans ces moments-là, bonjour la panique. Si vous n'avez pas réfléchi à toutes les questions d'avant, à savoir quelle est votre expérience réelle, comment vous vous sentez face à cette étape, pourquoi vous avez décidé de le faire, qui est là pour vous aider à prendre du recul, alors vous pouvez avoir le sentiment de vous retrouver coincé dans un schéma que vous n'aviez pas souhaité et dont vous ne savez pas comment vous dépêtrer. On le verra dans l'épisode de la semaine prochaine avec Pauline Barbier. Mais même certains professionnels se retrouvent parfois face à des situations, face à des comportements qu'ils n'avaient pas vu venir, qu'ils n'avaient pas identifiés en amont sur ce cheval-là, ou qu'ils n'ont jamais eu à traiter jusque-là. Et dans ces moments-là, être seul est la pire des choses possibles. Donc avant de vous lancer, posez-vous la question de « si ça dérape, qu'est-ce que je fais ? Qui j'appelle ? Qui est capable de me porter secours ?» Des accidents, ça arrive, des mauvais débourrages aussi malheureusement. Notre responsabilité en tant que gardien, propriétaire, cavalier, c'est de mettre toutes les chances du côté du cheval pour sa future vie à nos côtés. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut laisser l'ego tomber de côté pour servir le bien du futur cheval. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter et que le message est assez clair. J'en viens donc à la dernière question. Et celle-ci demande de la bienveillance envers soi-même. Est-ce que j'ai le temps, l'énergie et la disponibilité mentale et émotionnelle de me lancer là-dedans? Que vous en ayez grandement envie, ça, personne n'en doute. Mais parfois l'envie, ça ne suffit pas. Parfois, en fait, on n'est juste pas dans le bon rythme. On n'est pas time to market. Je vais remettre une petite expression anglaise. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les planètes sont peut-être pas forcément alignées. Vous pouvez peut-être en avoir très envie, mais vous pouvez peut-être avoir aussi une situation personnelle ou professionnelle qui fait que ce n'est absolument pas le bon moment. Et on va se le dire, surtout si c'est la première fois que vous vous lancez dans ce genre de projet. Participer à un débourrage, c'est avoir le cerveau en ébullition. C'est n'avoir que ça en tête, tout le temps. C'est réfléchir à pourquoi votre cheval a réagi plutôt comme ci, plutôt que comme ça. C'est repenser aux micro-séances de la semaine et de se dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, où est-ce que je dois pousser le curseur un peu plus loin, qu'est-ce que je dois en attendre. Bref, c'est toute une dynamique, toute une logique cérébrale, cognitive, qui s'enclenche. Ça devient quelque chose d'omnibilant. On ne pense plus qu'à ça. Et il faut pouvoir avoir le temps, la disponibilité et l'énergie de ne penser plus qu'à ça. C'est un projet tellement grand en soi que l'on doit pouvoir être tout entier disponible à ce projet. Et on doit pouvoir le maintenir dans le temps, un minimum. Parce qu'un débourrage, ce n'est ni 3 semaines, ni 4, ni 6. Parfois c'est 8 semaines, 12 semaines, parfois ça peut aller jusqu'à 16 semaines. Parfois il faut savoir l'interrompre pour le recommencer plus tard. Et du coup c'est toute cette énergie qui doit être maintenue, distillée, contenue, bref, vous m'aurez compris. Un débourrage c'est un projet en soi aussi excitant, j'en sais rien, que construire une maison, se marier, partir en voyage à l'autre bout du monde, bref. Ça vous demande de vous plonger corps et âme tout entier dans cette entreprise. Avant de finir cet épisode, je voudrais revenir sur le fait de se faire accompagner. Je voudrais vous partager très brièvement ce qui se passe pour Iggy et moi. Depuis le mois de septembre 2022, Iggy et moi, nous nous faisons accompagner par une personne que j'ai choisie pour son expérience du débourrage, pour son expérience de l'éducation des jeunes chevaux. De mon côté, je voyais cette personne de manière très régulière toutes les semaines pour faire un point sur nos avancées. Si j'avais décidé de le faire à ce rythme-là, c'est car je n'ai aucune expérience concrète d'un débourrage de manière éthologique. J'ai bien le souvenir des débourrages à l'ancienne de manière très classique quand j'étais petite dans les poney clubs. J'ai assisté à certains d'entre eux. J'ai également participé, comme je vous avouais un petit peu plus tôt dans l'épisode, puisqu'on m'a demandé parfois de faire le sac à patates sur le dit cheval en cours de débourrage. Une des demi-pensions que j'ai eues jeune aussi était spécialement liée au débourrage du jeune cheval en question. J'avais été choisie pour mon poids, pour ma taille, pour ma capacité à pouvoir être portée par ce jeune cheval de 2 ans et demi à l'époque. Est-ce que c'était bien? Est-ce que je referais pareil aujourd'hui? Non. En me posant la liste de ces 5 questions,
je me suis quand même bien rendu compte que je ne me sentais absolument pas au point pour pouvoir réaliser le débourrage d'Iggy seul. Être suivi donc de manière régulière, pour ne louper aucune des étapes, pour ne louper aucun des signaux, me semblait indispensable. Mais si je me suis permise aussi de me donner le feu vert, c'est parce que Iggy est Iggy. Iggy est une jument qu'on pourrait qualifier de facile. C'est une jument qui est saine dans sa tête. C'est une jument qui est plutôt curieuse, attentive, qui est en recherche du contact de l'homme, qui apprécie être sollicité. Et c'est bien parce que sa personnalité me donnait des indices sur la suite de notre aventure que j'ai osé franchir le pas. Je ne me sens pas moins bonne cavalière parce que je ne fais pas le débourrage toute seule de ma jument. Bon, d'ailleurs, spoiler, je me suis jamais sentie super bonne cavalière tout court. Je me sens pas moins bonne propriétaire non plus. Je me dis juste que j'essaie de faire mes choix le plus consensueusement possible en évitant les futurs problèmes. Pour moi, la question du débourrage, c'est la maîtrise des risques. Ça peut sembler assez négatif en fait dit comme ça, mais réfléchissons-y ensemble 2 minutes. Dans le démarrage du débourrage, il n'y a que vous qui connaissez l'issue positive de cette étape. Et avant qu'il y ait communication, connexion, tout ce que vous voulez, il va falloir définir le cadre. Tout au long des étapes du process, vous allez rencontrer de l'incompréhension, parfois de la frustration, de la remise en question de votre côté, mais peut-être que votre cheval va vous remettre en question aussi. Tous ces petits moments peuvent être autant de petits moments, de petites frictions qui peuvent venir remettre à mal en fait l'ensemble du process. Quand je dis que c'est la maîtrise des risques, c'est connaître pleinement les étapes, c'est connaître pleinement la lecture des signaux, petit clin d'œil à l'épisode d'avant, pour continuer d'avancer sereinement. Avant de vous quitter, et si vous êtes intéressé de mener cette aventure tout seul, je voudrais vous recommander un livre. Enfin, je pourrais vous en recommander plein, mais celui-ci m'a particulièrement aidé dans ma réflexion autour du débourrage d'Iggy. Il s'agit du livre « Éduquer son poulain du sol à la selle ». C'est un livre qui a été écrit par Véronique de Saint-Volery. Je vais vous mettre le lien directement en description de l'épisode sur ma page boutique. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il permet de voir toutes les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Mais il y a aussi tout un tas d'exercices qui sont illustrés et pris en photo, ce qui aide particulièrement à pouvoir se projeter. Et n'oubliez pas, je vous ai préparé une petite liste en parallèle de cette série, la liste des 10 red flags pour savoir si son débourrage est en train de partir en vrille ou si le débourrage de notre cheval a été raté. Pareil, le lien se trouve en description de l'épisode, donc je vous invite à télécharger tout ça gratuitement. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour un épisode interview avec Pauline Barbier. On va parler de toutes les bonnes raisons et potentiellement des quelques limites à déléguer son débourrage auprès d'un professionnel. Je ne vous cache pas que c'est l'épisode le plus long que j'ai enregistré. Préparez-vous donc mentalement à avoir une bonne petite plage horaire de 2 heures pour pouvoir l'écouter. Si vous ne vous êtes pas encore abonné au podcast, je vous conseille de le faire dès maintenant pour ne louper aucun des prochains épisodes. Je vous invite également à nous laisser un commentaire, par exemple sur Apple Podcast, pour nous dire si cet épisode vous a aidé, ou un autre peut-être. Et en attendant, si vous voulez de nos nouvelles, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou TikTok @iggy.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.